Le 1er juillet 1976 à Ettelben en Allemagne. J'ai reçu un coup de téléphone de la part du père Alt. Il ne m'a pas donné son adresse. Par contre, il m'a décrit un cas d'exorcisme qui serait mené par des démons et qui tourmenterait une jeune femme pour laquelle il s'occupe, Annelies Michel de Klinkenberg. Il me décrit l'ensemble des traitements précédents pour lesquels la fille a déjà pris et suivi, mais sans avoir de réel succès. Le nombre de psychiatres et de psychologues qu'elle a déjà rencontrés, ainsi que de neurologues, que ce soit à Schaffenberg, notamment le docteur Luthi, mais aussi à Wolfsburg. Il m'a décrit aussi l'ensemble des symptômes qu'elle vivait, et en fonction de ces symptômes, certains avaient un effet par le biais de l'exorcisme, d'autres non. Il m'a aussi mentionné qu'à certains moments, elle était incapable de boire ou de manger, parce que cela arrivait récemment, mais de manière assez fréquente. Tout le monde espérait donc qu'elle puisse remanger de nouveau, reboire de nouveau, mais finalement, au 1er juillet 1976, Annelies ne se relèvera pas de son lit. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'affaire Annelies Michel. Je parle bien d'une affaire parce que le but n'est pas de vous exposer l'entièreté de sa vie jusqu'aux moindres détails les plus intimes. Non, je cherche ici à vous exposer toutes les informations qui vont vous permettre de vous rendre compte que non, ce n'est pas qu'une question d'avoir vécu 64 exorcismes pour cette personne, ou bien le débat de est-ce qu'elle était réellement possédée ou est-ce que c'était plutôt une épilepsie. Vous allez vous rendre compte par cette vidéo et par l'ensemble des informations que je vais vous donner que la question en réalité va beaucoup plus loin que ça. Je tiens à faire 2 warnings. Le premier, il n'y aura pas de photos choquantes d'Annelies Michel dans cette vidéo. Si vous souhaitez en voir, vous pouvez taper Annelies Michel sur n'importe quel moteur de recherche, vous en trouverez en veux-tu, en voilà. Le deuxième warning, c'est que non, vous n'entendrez pas non plus des enregistrements de possession dans cette vidéo. Si vous êtes vraiment intéressé par ces enregistrements, simplement pour vous faire peur, ou bien même dans un intérêt un peu plus avancé, abouti, de savoir qu'est-ce qui a été dit, etc., j'ai publié quelques semaines avant celle-ci une autre vidéo avec l'ensemble des sous-titres pour 1h30 d'enregistrement d'Annelies Michel dans un état possessif. Vous pouvez aller la voir avant ou après, ça n'a pas spécialement d'incidence par rapport à cette vidéo-là. Maintenant que les warnings sont faits, eh bien, commençons avec les premiers événements d'Annelies Michel. L'histoire commence dans la petite ville de Klinkenberg, lorsque Annelies Michel naîtra le 21 septembre 1952. Elle est la deuxième parmi 5 filles. La première, malheureusement décédée à l'âge de 8 ans pour des causes de santé, sera quelqu'un qu'elle ne connaîtra pas vraiment. Elle va par contre développer une relation bien plus soudée avec ses 3 autres sœurs, Maria, Barbara et Roswitha. Toutes sont nées du même couple, entre Joseph Michel, un homme plutôt robuste, faisant des travaux divers dans des bâtiments, et Anna Michel, une femme un poil plus discrète. Bien que les 3 plus jeunes avaient récupéré le trait robuste du père, Annelies en a été, elle, tombée fréquemment malade. Déjà quand elle était toute petite, c'était déjà le cas. Dans les premières années de sa vie, Annelies montrera rapidement son côté studieuse et très sérieuse. Cela se montrera rapidement au niveau de l'école, et notamment par l'ensemble des très bonnes notes qu'elle avait. Parmi tout ça, il y a quelques précisions que je vais donner. Elle a appris notamment l'accordéon, le piano. Son gros point faible était les mathématiques, mais elle était très forte en 2 choses, le latin et les études théologiques. Annelies était une personne très croyante sur le catholicisme, au point où elle respectait l'ensemble des cérémonies. Elle allait tous les dimanches à l'église, en plus de 2-3 soirs par semaine pour aller faire sa prière. Sa vie se déroule plutôt bien jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc on est en fin septembre 1968, lorsque en classe, assis à côté de Maria, elle obtient un premier blackout. Maria la récupère tout de suite en la secouant au niveau du bras, étant assise juste à côté d'elle, et elle reprend tout de suite conscience. Elle commence à dire, je sais pas, je me suis senti bizarre, probablement de la fatigue, j'ai peut-être trop étudié. Et les 2 filles n'attachent pas plus d'importance que ça, à part que Annelies doit aller se reposer. La journée passe, le soir arrive, Annelies mange tranquillement, sans aucun souci, et elle va se coucher. Et c'est à ce moment-là que le premier phénomène se passera pour elle. Cette nuit, peu après minuit, elle s'est réveillée et ne pouvait plus bouger. Il y avait une force géante qui la laissait clouée au lit. Ça la pressait sur l'abdomen, et elle pouvait sentir son urine chaude partir. Sa respiration devenait beaucoup plus laborieuse. Dans une grosse panique, elle a essayé d'appeler ses sœurs, mais aucun son n'a réussi à sortir. Sa langue était comme paralysée. Elle a donc pensé « Sainte Mère de Dieu, je suis en train de mourir ». Alors que tout ceci a duré dans le temps, ce n'est seulement que lorsque l'église sonna les 4 heures que tout partit d'un coup. Il n'y avait que sa langue qui était restée complètement sèche. À la suite de ça, à 4 heures du matin, Annelies se met à changer son lit et à en parler avec ses parents au petit matin. Petit tour chez le docteur, aucun signe qui a été réellement détecté, la vie continue, et je vais même faire une éclipse d'environ 1 an. On va se diriger directement sur le 24 août 1969,
donc elle a 17 ans. Lorsqu'une deuxième crise se passe, Annelise se rappelle très bien de la première fois il y a 1 an. Et lorsqu'elle en parle avec sa mère s'en rappelle très bien aussi. L'accord se fait donc très rapidement entre les deux filles de ne pas juste aller faire un contrôle du côté du docteur, mais aussi d'aller voir un neurologue, le docteur Luthi, ici, à Schaffenburg. Le docteur Luthi fera son anamnèse, donc la fiche du patient. Il posera bon nombre de questions, il fera notamment des tests psychologiques, des tests neurologiques. Il y avait notamment un électroencéphalogramme. Et prendra le sujet très à cœur, au point où le 27 août, donc soit 3 jours après l'événement, Annelise recevra déjà les résultats du test. Aucune détection d'anormalité, aucune détection de quelque chose qui aurait pu déclarer ce genre de symptômes, rien. Le temps passe un peu et Annelise tombera gravement malade d'une pneumonie ainsi que de la tuberculose. Son état de santé dégringole au point de se rendre dans un sanatorium et de stopper l'école. Là-bas, elle va y sentir une grosse solitude, mais c'est pas pour autant que son mental va lâcher. Elle veut à tout prix combattre cette maladie, faire en sorte qu'elle puisse récupérer et notamment passe son temps à faire de nombreuses prières pour ça. Le 3 juin 1970, rebelote, 3e crise. Ça se passe exactement pareil que la première et la deuxième crise, et rebelote, ils sont à un stade d'aller faire des tests plus avancés, d'aller revoir les neurologues, d'aller revoir notamment le docteur Luthi. Et l'ensemble des tests psychologiques et neurologiques montrent encore de nouveau que tout est normal. Le docteur Keller va commencer à mettre sur la table une autre hypothèse. Il se rend compte que, même si l'électroencéphalogramme présente quelque chose de complètement normal, qu'il y a des très légèrement tremblements sur certaines ondes, les ondes alpha notamment. C'est lui qui va commencer à mettre sur la table, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose de ce côté-là. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à avoir un nouveau symptôme qui va se déclarer, les Fratzen. Elle décrit les Fratzen comme étant des visages hideux qui se présentent à elle sur les tout débuts de manière très lointaine, au niveau de l'horizon ou etc. Puis ces visages se rapprochent peu à peu d'elle au niveau du temps, jusqu'à 1975-76. Ce moment-là va marquer réellement la friction entre les gens et Annelise. Simplement parce que la plupart des gens autour d'elle vont commencer à faire des conjectures par rapport à elle, par rapport à ce qu'elle pourrait avoir, tout ça. Ça va jusqu'au stade d'aller hypothéser qu'elle aurait potentiellement de l'eau dans le cerveau. Quand ce n'est que sous la forme de conjecture, ce n'est pas trop un problème. Là où ça devient réellement pesant par contre pour Annelise, c'est que on l'envoie un peu à gauche à droite sans qu'on lui demande trop son avis pour aller faire les tests. Et ça en arrive jusqu'au stade où elle se perçoit comme étant un rat de labo. Ses amis n'avaient pas forcément connaissance de tout ce qu'elle vivait. Les tests notamment étaient dans le secret professionnel, chose qui a toujours été respectée. Mais ses amis ont clairement remarqué que quelque chose n'allait pas. Par rapport à l'année 1969, elle est devenue beaucoup plus discrète, beaucoup plus silencieuse. Elle est distante avec les gens. Elle a toujours son côté sérieuse, mais par contre elle est devenue beaucoup plus rêveuse. Celle qui était connue comme étant la tête de classe ou toujours avec des bonnes notes, qui validait toujours son diplôme, qui passait toujours ses années, mais ses notes étaient devenues bien plus moyennes. Annelise leur parlait déjà qu'elle en avait marre de l'ensemble des médicaments qui arrêtaient de changer sans cesse, sans réellement qu'on sache vraiment ce qu'elle avait et que c'était que par pure hypothèse qu'elle prenait ses médicaments. Elle en avait marre aussi un peu de sa mère qui l'emmenait à n'importe quel test qu'elle pouvait passer, qui n'était pas encore passé dans le passé, et prenait du temps pour elle et sur lequel elle ne pouvait même plus prévoir sa vie et prendre ses choses en main. Annelise malheureusement ne se concentrera que sur une chose où elle pourra discuter un peu librement, c'est ses études avec ses amis. Elle va avoir des idées vraiment noires au stade où il peut y avoir des idées suicidaires qui commencent à arriver fin 73, début 74. Une date clé le 20 novembre 1973 où clairement elle va lancer un stop au niveau des médocs et elle va commencer à avoir un gros ras-le-bol à ce sujet-là. C'est pas spécialement elle par énervement etc, c'est parce qu'elle a eu un énième événement sur lequel elle n'a pas été prévenue. Pour faire simple, l'un des médecins a décidé de lui prescrire du Dilantin sans même voir Annelise, simplement par un coup de téléphone de la part des parents. Cette période fin 1973 est aussi marquante. Alors, non seulement pour le côté stop médicaments, mais c'est aussi le moment où elle va commencer à chercher d'autres solutions. Annelise va donc chercher une solution du côté de la religion, et c'est notamment en rencontrant le père Alt. La première rencontre s'est faite en septembre 1973. Le père Alt est décrit comme étant une personne très polie, qui est un peu pensif de temps en temps, mais lorsqu'il donne une phrase, c'est toujours de manière très construite, très réfléchie. C'est quelqu'un qui est très analytique au point où, lorsque une succession de questions se pose, il ne se désamorce pas et prend le temps de répondre aux questions une par une. Le père Hatt va notamment avoir ce côté analyse dès la première rencontre avec Annelise, et voici la description qu'il en fait dans la lettre de 1976 pour les investigateurs au moment du procès. Elle ne semblait en aucun cas malade,
mais elle était réellement pâle et vraiment sérieuse. De loin de ce que je me rappelle, elle m'avait dit directement « Je cherche quelqu'un qui souhaite me croire ». Elle n'a jamais utilisé le mot possession, et de la conversation que nous avons sur la suite, il n'y a jamais eu question ou idée comme quoi elle aurait été potentiellement possédée déjà à ce moment-là. Je ne pense même pas qu'elle avait exactement le sens du mot en tête, pour être honnête, et je dois confesser que même pour moi-même, c'est pas réellement clair d'un point de vue théologique et d'un point de vue concept ce qu'est une possession. Depuis cette conversation, Annelise commence à rencontrer le père Alt toutes les deuxièmes semaines du mois pour parler de l'ensemble des évolutions des symptômes, de ce qu'elle aura pu vivre sur le mois précédent, etc. C'est pendant ce moment qu'elle va rencontrer Peter, son homme. La relation entre Peter et Annelise était vraiment forte et vraiment soudée, et ça le sera jusqu'à la mort d'Annelise. Par contre, Annelise mettait un petit peu de distance et de recul par rapport à cette relation. Elle cherchait tout simplement à avoir son indépendance. Elle avait peur notamment que quelqu'un comme Peter l'influence sur certaines de ses décisions ou certaines choses qu'elle voulait faire. Du côté de Peter, au contraire, il se propose volontiers comme soutien pour Annelise, et les discussions qui se passent entre les deux sont plutôt sous la forme soit de suggestions, par exemple ils sont allés tenter une thérapie de groupe pour voir ce que cela donne, ou simplement lorsque Annelise avait besoin de parler, Peter était toujours là. Le début de l'année 1974 se déroule sans qu'il y ait réellement d'évolution. La seule précision que je vais donner, c'est que Annelise commence à partir avec le père Alt à différents endroits, leur relation se passe vraiment bien entre les deux, au point où plusieurs fois ils vont aller à San Damiano, notamment pour leurs prières, etc. C'est le 17 septembre 1974, par le biais d'une prière, que la piste de l'exorcisme commence à s'installer. Elle est venue avec son père, ce 17 septembre 1974. Elle était en mauvaise condition. Elle était complètement dépressive, elle était vide de l'intérieur, elle avait une difficulté à contrôler ses muscles. J'ai donc demandé à son père de me laisser parler en privé avec elle. Et ensemble, nous avons fait la prière solennelle. Pendant cette prière, elle me décrit comme un lourd poids partant d'elle. Je prie encore plus avec elle. Elle se sent de mieux en mieux. Les pupilles qui étaient fortement dilatées sur ses yeux commencent à se contracter. Pendant la conversation, qui a duré à peu près une vingtaine de minutes, je n'ai pas arrêté de répéter la prière solennelle et diverses autres prières. À chaque fois que je le faisais, je voyais qu'elle se sentait de mieux en mieux. À la fin de la conversation, elle a même dit que finalement tout allait bien. Et lorsque son père est rentré dans la salle, il a remarqué que sa fille avait radicalement changé de condition. À la suite de ça, elle va accompagner encore plus souvent le père Alt à faire des prières un peu spécifiques par rapport à elle, et elle va commencer à se rétablir de mieux en mieux sur cette fin d'année 1974. Début 1975, finalement, changement brutal sans que personne s'y attende, elle réclame à ce que l'on arrête les prières parce que ça commence à lui faire mal. Les choses vont s'empirer de nouveau. Les phrases, les visages hideux redeviennent de plus en plus fréquents, et notamment il y a deux événements qui vont réellement poser la question de la possession pour Annelise. Le premier événement, c'est lorsque Annelise va retourner pour la énième fois avec le père Alt à San Damiano. Sauf que cette fois-ci, ça a une tournure tout autre, et je vous cite l'extrait. Annelise m'a dit ce jour-là qu'elle était incapable de rentrer dans l'hôtel. Elle a tenté de s'en approcher avec une très grande hésitation, en disant que le sol brûlait comme le feu, et qu'elle ne pouvait simplement pas rester là. Puis elle a essayé de marcher autour de l'hôtel, en faisant un arc de cercle. Puis elle a essayé de l'approcher, par derrière. Elle s'est mise à regarder les gens, qui étaient simplement agenouillés devant l'hôtel, en train de faire leur prière. Elle a même tenté d'aller jusqu'au bord du petit jardin, qui est juste à côté de l'hôtel, puis de revenir, savoir si la situation avait changé de cette manière. En faisant l'aller-retour, elle est revenue de nouveau devant l'autel, et elle a vu notamment l'image du Christ sur la chapelle de la maison. Et c'est là qu'elle a remarqué qu'elle était même plus capable de regarder cette image de saint, ou même les médailles qui étaient posées tout autour. Pour elle, elle brillait tellement intensément qu'elle ne pouvait même pas rester là ou simplement les voir. Nous avons donc fait le trajet du retour en bus, et pendant le trajet, j'ai remarqué que Annelise a commencé à parler avec une voix d'homme, au point où je me suis dit mais en fait, c'est même plus Annelise. Elle a commencé à arracher une médaille qu'un autre prêtre est en train de porter à côté. En même temps de tout cela, une odeur assez forte, assez désagréable commençait à se dégager. La source semblait venir d'Annelise et s'est répandue dans l'ensemble du bus. Les gens ont commencé donc à se plaindre et notamment à se tourner par rapport à Annelise de mieux se comporter. J'étais moi-même gêné par cette situation, car les circonstances me dépassaient. Heureusement, tout cela est revenu à la normale sur la fin du trajet. Voici le premier événement qui a commencé à lancer la question de la possession, et je vais vous en citer un deuxième qui est arrivé que quelques mois après, en juillet 1975. Je vous cite encore un extrait, cette fois-ci de la part d'Anna Lippert, une amie de Annelise Michel à ce moment-là. J'étais assis avec elle, dans sa salle, avec son petit ami, Peter, qui était aussi présent. Soudainement, en plein milieu de la conversation, son visage a commencé à se contracter. Son visage était devenu vraiment hideux, grimaçant, au point où je ne pourrais même pas vous décrire les détails. Il s'est passé à peu près une demi-heure avant que les crampes disparaissent et que le corps puisse de nouveau bouger. Son petit ami m'a expliqué que ce genre d'événement bizarre lui est arrivé en réalité plusieurs fois,
et que l'hypothèse de la possession est la plus forte en ce moment. C'est par le biais de ces deux événements et des réactions des personnes qui sont alentours de ce qui a été perçu que la piste de la possession se met réellement en installation. Du point de vue d'Annelise Michel, elle prend cela elle-même comme étant une hypothèse, cependant très intéressante parce qu'elle a déjà remarqué que les prières faisaient quelque chose qui lui faisait du bien. Elle a donc décidé de se mettre entièrement et de consacrer un maximum de son temps dans les prières et dans les rituels, au point où elle a pris une forte distance avec l'ensemble des gens qu'elle connaissait. Les amis qui ne connaissaient pas son histoire et qui ne savaient pas ce qu'elle vivait n'ont strictement rien compris à cette distance-là. Peter, lui, de son côté, au contraire, a bien compris et a laissé faire. Plusieurs autres événements vont se produire, tels que Annelise se met à courir dans la maison en pleine nuit, tels que Annelise se met à crier dans la maison. En bref, tout un lot d'événements qui fait que le père Alt va commencer à écrire à sa hiérarchie pour demander à ce que des exorcismes puissent être pratiqués par rapport à Annelise. J'ouvre une parenthèse rapide. D'un point de vue catholicisme, il faut savoir que lorsqu'une possession doit être faite sur une personne, il faut notamment en avoir l'aval de personnes pouvant gérer ce genre de situation. Et souvent, c'est un prêtre exorciste qui est envoyé par la part de l'Église pour réaliser ce genre d'événement. L'autorisation n'est pas tombée du jour au lendemain. Nous sommes le 23 septembre 1975 et le père Renz fait le déplacement pour rencontrer Annelise pour la première fois. Une petite discussion se fait, puis le lendemain, donc le 24 septembre, à 16h, le premier exorcisme est lancé pour Annelise. Les exorcismes que Annelise a reçus suivent le Rituale Romanum. Je vais vous expliquer brièvement ce que dit ce livre au sujet de l'exorcisme. Le déroulé commence par ce qu'on appelle des invocations, des appels à Dieu, des appels à des saints, des appels à des anges, etc. On passe ensuite à une étape de prière qui vont permettre de renforcer les forces et les énergies qui pourraient être associées à chacun d'entre eux. Vous allez retrouver là-dedans tout ce qui est les Ave Maria, les prières au Seigneur, etc. Une fois que le plan de travail est enfin mis en place, que tout le monde est là, que tout le monde est prêt et en forme, eh bien on va passer à la partie la plus intéressante de mon point de vue de l'exorcisme, la phase de travail. Le prêtre va notamment poser plusieurs questions auprès du possédé pour savoir plusieurs choses à son sujet. Quelle est la raison de sa possession? Est-ce qu'il a un message à délivrer? Etc., etc. En réalité, parmi toutes ces questions, il y a un but qui est caché derrière d'un point de vue catholicisme, c'est notamment le fait de déterminer l'identité de l'esprit que l'on a en face. La version catholicisme est complètement différente d'une vidéo précédente que j'ai pu faire au sujet de l'identité des esprits. Là, on est vraiment dans un cadre catholicisme par rapport à l'exorcisme. D'un point de vue du Rituale Romanum, le fait de connaître l'identité de l'esprit qui est en face de soi permet de l'indiquer, de le pointer, de le montrer du doigt. Cela va permettre à l'ensemble des énergies des personnes qui sont présentes de pouvoir agir sur lui. C'est clairement le moment où le prêtre commence un petit peu à s'échauffer et à dire à l'esprit de quitter la personne qui est possédée au nom de la main de Dieu et faire en sorte que les choses se rétablissent. Pendant ce moment, d'un point de vue Rituale Romanum et d'un point de vue catholicisme, plusieurs outils peuvent être utilisés, notamment la notion de jeter de l'eau sainte ou encore de brandir la croix au-dessus de la personne ou de faire des signes de croix. Il y a bon nombre de choses en réalité qui sont présentes en même temps sur cette phase-là. On s'assure que l'entité qui a possédé la personne ne revienne plus et se retrouve ailleurs. Concrètement, c'est le moment où le prêtre, lorsqu'il est sur le point de chasser l'entité, lui dit d'aller à un endroit spécifique, de s'assurer à ce qu'il y reste et qu'il a bien entendu que cette entité n'a pas le droit de revenir auprès de cette personne. Je vais clairement donner une image stéréotypée, mais au moins l'avantage c'est que tout le monde va comprendre. C'est clairement le va en enfer. Et bien entendu, à la fin de la rituel, on s'assure que la personne en face de nous va mieux, qu'elle se sent bien, etc. Et on suit l'évolution sur les jours suivants pour savoir si de nouveau une crise se passe. On va revenir sur Annelise Michel maintenant que vous avez le déroulé du Rituale Romanum et on va notamment parler du déroulé du premier exorcisme d'Annelise Michel. Les personnes présentes lors de cette séance, nous avons le père Renz, le prêtre exorciste, nous avons le père Alt, celui qui a suivi Annelise depuis le début, nous avons aussi le père et la mère d'Annelise qui sont tous les quatre présents très fréquemment pour l'ensemble des exorcismes. Sur les 64 exorcismes, il y aura de temps en temps Peter de présent, il y aura de temps en temps Roswitha, sa sœur, de présente, et bien entendu Annelise elle-même. Les invocations sont plutôt classiques, c'est plutôt Dieu, la Sainte Vierge Marie, on a l'archange Michael aussi qui est appelé de temps en temps, et j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais une Barbara Wayground va se rattacher à l'ensemble de ces invocations. Pendant ces moments d'invocation, comme Annelise commence à s'agiter, par sécurité, elle a été maintenue par Peter, son petit ami, et son père. Au moment des prières dédiées, Annelise s'agite beaucoup plus, commence à crier. Elle essaye notamment de mordre Peter et son père qui la maintiennent chacun des côtés au niveau de l'épaule. Elle essaye de donner des coups de pied au niveau du prêtre exorciste qui était au pied d'Annelise. Et petit à petit, les grognements de chiens commencent à devenir réellement des bonnes grosses insultes. On est sur des phrases vraiment du style « la ferme » de manière bien vulgaire, ou encore « dégage Chalport ». Et encore, je trouve les exemples gentillés. Pour ceux qui veulent s'intéresser, je vous laisse passer sur l'enregistrement audio que j'ai mis sur ma chaîne.
Lorsque vous avez ce genre d'insultes toutes les minutes, automatiquement le déroulé devient beaucoup plus compliqué. Le prêtre n'a pu que poser des questions sans jamais réussir à passer à la suite et à voir l'identité de l'esprit à ce moment-là. Et c'est ainsi que la séance d'exorcisme se termine à 21h, donc de 16h à 21h, c'est-à-dire 5 heures d'exorcisme pour Annelise. Le prêtre ne va pas réellement avoir le choix que de stopper là, il va notamment faire toute une succession de prières, et Annelise, heureusement, va revenir à son état normal. Lorsqu'après la session, on demande à Annelise comment elle s'est sentie, elle répond clairement qu'elle se rappelle de tout. Elle se rappelle très bien d'avoir tenté d'avoir mordu Peter et son père, elle se rappelle très bien aussi d'avoir essayé de tenter de donner des coups de pied, de tout ce qui a été dit, de tout ce qu'elle a fait. La seule réelle différence qu'elle a perçue, c'est qu'elle s'est sentie contrainte de faire tout ça. Ce n'était strictement pas sa volonté, mais elle a fait les choses sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit, comme si elle ne se contrôlait pas complètement. On laisse quelques jours de repos quand même pour tout le monde pour qu'il puisse respirer, et le 28 septembre 1975, c'est parti pour la deuxième session d'exorcisme, soit 4 jours après la première. Ce jour-là, Joseph Michel, donc le père, ramène notamment un enregistreur. Il a notamment remarqué l'ensemble des choses par rapport au premier exorcisme, le fait que c'était très difficile de suivre, de prendre les notes, de maintenir Annelise, etc. Et donc propose à l'ensemble du groupe de lancer un enregistreur à chaque fois qu'une session d'exorcisme est faite. Même si le père Rance a l'habitude de prendre des notes sur un petit calepin après chacun de ses exorcismes, il ne rentrera pas en contre-indication avec ce que le père donne. C'est ainsi que depuis le deuxième exorcisme jusqu'au 64e exorcisme, il y a 40 cassettes qui ont été enregistrées. Le père Alt a repris l'ensemble de ces cassettes, les a réécoutées et a refait un résumé avec sous la forme de 2 cassettes. Tout ça fait donc un total de 42 cassettes et en réalité elles vont avoir un poids assez conséquent au moment de la mort d'Annelise et sur l'après-coup, j'en parlerai un petit peu plus tard. Sur les exorcismes suivants, les identités vont commencer à tomber, sauf qu'ils ne se rendent compte qu'il n'y a pas qu'une seule personne, mais d'abord 3 personnes, Judas, Lucifer et Nero. Ça ne sera que sur fin octobre que 3 autres noms vont apparaître en tant qu'identité, Kern, Hitler et Fleischmann. Parmi les 6 noms, personnellement, il y en a un qui me fait tiquer. Judas, aucun souci, on voit très bien qui c'est. Kern, c'est pareil. Hitler, c'est pareil. Nero, on voit aussi. Lucifer, c'est assez simple à voir. Mais Fleischmann, c'est qui Fleischmann? Hors des moments d'exorcisme, le père Alt va donc commencer à faire des recherches au sujet de ce nom. Dans les archives religieuses, il va notamment tomber sur ce pasteur Elben, qui aurait notamment commencé à être à Ettelben et à être dans la paroisse à partir de 1300. Cependant, les écrits ne vont pas forcément le présenter très bien. Il est présenté comme étant un vino addicto, autrement dit un addict du vin, autrement dit un alcoolique, et le document qu'il retrouve décrit notamment une scène où le prêtre aurait battu à mort un homme au sein même de la paroisse, et ce qui aurait entraîné comme conséquence qu'il se soit fait exclure complètement de l'église. Le 13 octobre 1975, Annelise commence à recevoir des messages directement dans sa tête. La personne ayant passé le message se présente comme étant la mère de Dieu, chose où elle-même elle va clairement douter. Cependant, le message en lui-même est assez classique, disant qu'elle va recevoir d'autres messages de ce type et que tout ce qu'elle recevra comme message, elle va devoir le noter. C'est donc sans aucun souci qu'elle se lance dans le jeu, qu'elle prend un petit calepin et que l'on a ainsi l'ensemble des communications qui lui arrivaient directement à partir du 13 octobre 1975. Elle en parle avec les 2 prêtres, avec les parents aussi d'Annelise, et l'ensemble d'entre eux commence à mettre une autre hypothèse sur la table au sujet de l'identité de celle qui se présente comme étant la mère de Dieu. Ils pensent tous notamment à Barbara Weigand. L'hypothèse de Barbara Weigand vient sur la table simplement parce que Annelise s'intéresse fortement à cette personne, une personne ayant notamment vécu à Schaffenburg, donc non loin d'Annelise, au début des années 1900. Une autre date clé, et celle que je considère comme étant la fin de l'exorcisme de mon point de vue, c'est le 31 octobre 1976. C'est une autre grosse session d'exorcisme où on est plutôt sur la fin du déroulé, et concrètement cette séance d'exercice, elle se passe très bien. C'est une séance d'exercice où chacun à leur tour disent leur nom, ils font un peu de résistance, derrière ils annoncent quelles sont les choses qu'ils ont fait d'horrible, etc. avant d'être expédiés dans les enfers. Après une très longue session, les 6 se font donc expédier, les prêtres pensent enfin arriver à la fin, pareil pour la famille qui va enfin pouvoir souffler, sauf que Annelise reste possédée. Le père Renz lance donc de nouveau le déroulé du Rituale Romanum pour essayer de déterminer qui est la 7e entité. Et la réalité, c'est qu'aucun autre nom va rester, l'entité va rester complètement silencieuse et va réussir à tenir jusqu'à la mort d'Annelise. Même si le père Renz ne baisse pas les bras, il commence à se sentir démuni
fini, il se rend bien compte que les séances d'exorcisme faites sur Anne-Lise, depuis que les 6 sont partis mais qu'il en reste un 7e, ça piétine au niveau de la situation. Le but principal qu'il souhaiterait avoir, soulager Anne-Lise de ses maux. Notamment, lorsque je parle de l'état qui se dégrade, je peux aussi citer le 1er mai 1976, où de nouveau, une crise, comme la toute première qu'elle a vécue, se reproduit de nouveau. Face à tout ça, le père Renz propose à Anne-Lise de s'installer dans sa paroisse et qu'elle puisse récupérer sur place. Anne-Lise accepte sans hésiter, et c'est ainsi qu'elle se retrouve dans une chambre de la paroisse d'Ettelben. La paroisse elle-même est un petit peu secouée face à ça. N'oubliez pas que Anne-Lise continue à avoir ces phénomènes divers et variés, c'est-à-dire courir pendant la nuit ou continuer à crier en pleine nuit, presque de manière permanente, parfois sur certaines des nuits. Les exorcismes deviennent de plus en plus fréquents. On arrive à 2 à 3 exorcismes par semaine, durant au minimum 1 heure et pouvant aller jusqu'à 6 heures de durée. Et en dernière date clé, eh bien, la dernière séance d'exorcisme d'Anne-Lise, le 30 juin 1976. Le père Renz réalisait un exorcisme sur le soir et a fini à minuit passé. Il entendra notamment de la bouche d'Anne-Lise le mot absolution, qui sera son dernier mot, avant que Anne-Lise se penche sur le côté droit et dort sur le lit sur le côté droit. Le père Renz laisse Anne-Lise se reposer et va se reposer lui-même. Au petit matin, ce sera les parents qui viendront lui rendre visite. C'est le père d'abord à 7 heures du matin qui ouvrira la porte le 1er juillet 1976 et verra toujours Anne-Lise sur le côté, dans la même position que décrit Father Renz. Il referme doucement la porte, pensant que Anne-Lise est toujours endormie. Le père d'Anne-Lise part, c'est la mère d'Anne-Lise qui reste sur place, qui retourne voir Anne-Lise à 8 heures du matin et qui découvre que Anne-Lise, malheureusement, est décédée dans son lit. Face à cette situation, Anna commence déjà par appeler le père d'Anne-Lise pour lui expliquer la nouvelle et lui demander rapidement d'appeler un médecin. Peu de temps après, la mère d'Anne-Lise appellera aussi le père Halt pour faire en sorte que tout le monde soit prévenu de la situation. Quant au père, lui va s'exécuter et va se mettre à appeler le docteur Keller, un docteur qui a déjà vu Anne-Lise dans les nombreux tests qu'elle a réalisés. Le docteur Keller arrive sur place, constate Anne-Lise, fait ses analyses et donne un verdict. Effectivement, il constate bien le décès d'Anne-Lise. Mais il refuse de faire le certificat de décès. Pourquoi ? Parce que selon son analyse sur le terrain, il a remarqué que Anne-Lise était plutôt morte de faim, mais avec des présences de blessures, d'égratignures sur elle. Et que par conséquent, il demande à ce qu'il y ait autopsie. Le problème, c'est que s'il délivre le certificat de décès maintenant, l'autopsie ne peut ne pas avoir lieu, et cela peut simplement interrompre l'histoire. La famille fait donc patience, Anne-Lise est donc envoyée en autopsie, et l'autopsie donnera beaucoup plus de détails par rapport à l'état d'Anne-Lise. Pour commencer, même si Anne-Lise n'a pas beaucoup mangé, l'ensemble de ses organes sont en bon état. Il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de déchirure ou quoi que ce soit. Et en complément de tout ça, l'autopsie a aussi analysé le cerveau d'Anne-Lise, qui confirme comme étant en très bon état, ayant aucune anomalie présente sur Anne-Lise. La seule chose que l'autopsie remarque de plus par rapport à l'analyse du Dr Keller, c'est que les pupilles sont étrangement dilatées. Alors que la famille vient tout juste d'apprendre la nouvelle et commence à essayer de faire son deuil, la presse, elle, de son côté, remarque la situation avec une personne envoyée en autopsie suite à un exorcisme. C'est ainsi que la presse, par une fuite d'informations, commence à s'intéresser à l'histoire et que ça commence à partir en vrille. Alors, par quoi on va commencer ? Inutile de vous parler des gros titres de journaux parlant de démons, Anne-Lise, possession, tous les titres que vous souhaitez. Se plante complètement sur l'histoire d'Anne-Lise, sur le passé d'Anne-Lise, au point où Anne-Lise parfois est même comparée à un démon elle-même. Suite à ces premiers articles, d'autres personnes commencent à se déclarer comme étant possédées par Anne-Lise. Des gens complètement inconnus de la famille d'Anne-Lise ou de ses amis commencent aussi à toquer à la porte, à commencer à se présenter au niveau de leur maison. Les demandes d'interviews, de reportages, etc. s'enchaînent à un point où la famille en a marre. Elle n'a même pas eu vraiment le temps de pouvoir faire son deuil. C'est d'abord le père Renz et un petit peu le père Halt qui commencent à répondre aux questions des interviews, etc., même si pas toutes. Enfin, le père Halt, lui, est beaucoup plus réserviste. Il se contente simplement de répondre aux questions les plus importantes, vraiment à rester dans 2-3 choses, on va dire le plus factuel par rapport à l'état d'Anne-Lise. Il constate juste que effectivement Anne-Lise est décédée et qu'on ne sait pas réellement ce qu'elle avait. Quant au père Renz, alors oui, il a répondu aux interviews. Il est aussi invité dans des reportages parce que la presse commence aussi à le présenter comme étant un héros de la nation, ayant combattu les démons pour l'Allemagne. Et ça va au stade où il acceptera même de resimuler de nouveau une situation d'exorcisme qu'il a vécue avec Anne-Lise. Quant à la famille, elle a essayé de préparer l'exhumation d'Anne-Lise. Justement, le 25 février 1977. Parlons de cette date, parce que l'exhumation au départ devait être secrète. C'est une date sur laquelle uniquement les membres de la famille, quelques amis, les personnes proches et surtout les personnes qui ont été impliquées dans les exorcismes de Anne-Lise Michel devaient être présents et personne d'autre. Le problème, c'est que cette information a fuité d'une manière dont on ne sait pas la raison. Bon nombre de gens
complètement inconnus se sont pointés, des caméras se sont posées dans le cimetière pour aller filmer et prendre des photos de l'enterrement d'Annelise. Le père Renz demande notamment à aller voir Annelise une dernière fois avant qu'elle soit définitivement enterrée. Il recevra un refus de la part des 13 policiers qui étaient postés justement devant la pièce où était Annelise, simplement parce que c'était que la famille qui était autorisée. Il y avait tellement de public sur place que, ils ont remarqué que le père Renz s'est fait refuser, qu'il ne pouvait pas accéder à Annelise, et que c'était pour conséquent intolérable que le père Renz ne puisse pas dire au revoir à Annelise, lui qui est le héros de la nation. Et enfin, bien entendu, je passe l'ensemble des délires du style, il y avait 13 policiers qui étaient postés devant la pièce d'Annelise, 13 le nombre porte malheur, ça prouve que Annelise était bien condamnée par les démons et devant aller en enfer. En fait, moi-même je suis usé d'en parler, donc on va passer tout de suite à l'étape suivante. Une fois l'enterrement fait, on va passer au procès. Et oui, parce que je vous rappelle, le Dr Keller, lorsqu'il est arrivé sur place, il a fait ses analyses, il n'a pas voulu délivrer le certificat de décès, justement pour être certain que ça soit bien une cause naturelle ou pas. Depuis, les résultats de l'autopsie sont tombés. Le 30 mars 1977, les deux prêtres ainsi que les parents d'Annelise sont donc emmenés au tribunal. Le but de ce tribunal est de régler définitivement la question de si Annelise est morte d'une manière naturelle ou si elle est morte d'une autre manière, et par conséquent, de quoi faut-il condamner les deux prêtres et les parents. Petit bémol avec ce tribunal, c'est que ça s'est passé dans une pièce où il ne pouvait y avoir que 100 personnes d'accepter pour pouvoir assister à cette affaire. Et sur les 100 places disponibles, le tribunal en a réservé 80 pour les presses, la presse internationale, la télé à cette époque-là, et il restait donc que 20 personnes qui pouvaient librement rentrer sur place. Certains des amis directs d'Annelise n'ont même pas pu assister au tribunal et rentrer. Ensuite, une fois que tout le monde est installé, mais que le procès n'est même pas encore commencé, le père d'Annelise demande à avoir la parole, accordée, et souhaite notamment à ce que tout le monde fasse une prière avant de commencer ce procès. Le tribunal a donné un refus en disant que non, on est dans une cour de justice, on n'est pas dans une église. Ensuite, il faut savoir que entre les journaux, il y avait déjà des histoires politiques aussi qui se passaient par rapport à Annelise. Forcément, vous avez les comités anti-catholiques qui prennent de nouveau un truc, le comité catholique qui lui essaye de se défendre comme il peut. Simplement pour vous dire qu'il y avait une personne qui était présente pour représenter le journal catholique en Allemagne, qui a demandé à avoir la parole. Le juré donne donc la parole à cette personne-là, et cette personne demande directement à ce que l'ensemble des charges ne soient pas prises en compte et soient annulées pour les 4 personnes qui sont dans le tribunal. Le juré a de nouveau donné un refus, ils ont concrètement dit non, que ça soit jugé en bonne et due terme. J'étais le premier à certifier ce jour-là, parce que j'étais plus jeune que le père Renz et que j'étais bien mieux capable de gérer mon stress. J'étais complètement calme. Les questions allaient dans tous les sens pendant 4 heures ce soir-là. Pendant ce procès, pendant 2 heures, j'ai parlé sans interruption. Il était clairement vraiment important de statuer que ceci n'était pas une attaque contre le destin ou contre l'exorcisme. Le seul point qui était à considérer ici était le fait que la fille était morte par faim. Ils ont tout de même voulu savoir l'ensemble des informations par rapport à l'exorcisme. Et j'avais vraiment l'impression que j'ai été exhibé face au public. Je me suis senti réellement ridiculisé par des questions comme « Je devine, père, que vous n'êtes pas marié ». Et tout le monde rigolait dans la salle. J'ai dit directement « Votre honneur, vous pouvez rire par rapport à ça. » Et même 50 millions de gens peuvent rire par rapport à ça. Même si maintenant, je vous disais que j'avais réussi à exorciser 6 démons. Je reste solide sur ce que je dis parce que je suis ici comme représentant de la croyance authentique de l'Église catholique. D'autres choses encore ont énervé le père Alt au sujet de ce procès, notamment le fait que plusieurs lettres qui ont été strictement classées confidentielles ont été lises à haute voix pendant le procès et devant l'ensemble des caméras et la presse. Après une longue discussion avec les 4 accusés, vient le moment des experts pour l'analyse de cette partie-là. Le juré concrètement demande aux experts de répondre à 4 questions. Face à ces 4 questions, c'est le professeur Satt qui vient du coup répondre à ces questions. Alors, petite parenthèse, professeur Satt n'a strictement aucune relation avec l'histoire d'Annelise jusque maintenant. Et par rapport à la restitution de ce professeur, je suis désolé, mais de mon point de vue, elle est pas vraiment bonne. Premièrement, parce que lorsque on se permet d'écrire Fleischmann et que dans le procès lui-même et la façon dont c'est écrit, c'est plutôt écrit Eichmann,
ça montre déjà clairement que le nom de Fleischmann n'a pas forcément été très regardé. Ensuite, parce qu'il a parlé de 2 crises en 1969, chose qui ne s'est jamais réellement passée, puisqu'il y a eu une grosse crise peut-être en 1968, il y en a eu une en 1969, mais il n'y en a pas eu 2 en 1969. Ensuite, parce que l'un des traitements qui a été donné, le Dilantin, il le précisait de lui-même qu'il a été donné dès le début en 1969, alors que le docteur Luthi, présent même dans le procès, a fait une réponse et a rectifié cette information-là en disant que non, il n'a donné la prescription qu'à partir de 1972. Au sujet des médicaments, à propos, je vous mets la liste des médocs ici présents. Alors, ce sont les principaux qu'Annelise a pris. Il y a probablement d'autres médicaments qui ont été pris, mais malheureusement, tout n'est pas facilement déterminable. Cependant, ceux-là sont vraiment les médicaments clés qui ont été nommés par rapport à Annelise. Et enfin, parce que le professeur Sartre a parlé directement d'épilepsie. Ces crises avaient une hypothèse au niveau de l'épilepsie, mais en réalité, on ne savait pas du tout ce qu'il y avait réellement derrière au niveau des analyses. Même l'électroencéphalogramme, lui, était nickel. En parallèle de cette restitution, le juré a lancé des morceaux d'exorcisme d'Annelise Michel par les enregistrements qui ont été faits, chose qui, au départ, de 1, devait être confidentielle, et 2, la famille n'était pas forcément très réceptive par rapport à ce message-là. À la fin de tout ça, le juré doit donner son verdict au bout de 4 heures, ils s'éclipsent, discutent entre eux, reviennent, et annoncent le verdict qui, en réalité, va surprendre tout le monde. Le juré en a conclu à la fin que Annelise ne pouvait plus décider librement de son futur, que les exorcismes, ainsi que l'ensemble de son influence environnementale qui était autour d'elle, notamment par le biais des parents, ont apporté des éléments aggravants, et conclut le verdict en disant que si elle aurait été en clinique, elle serait toujours vivante. C'est sur ces mots que les 2 prêtres et les 2 parents sont donc condamnés d'homicide involontaire avec 6 mois d'emprisonnement et 3 ans de suspension. Bien que c'est ce qui a été effectivement dit au moment du procès, dans la réalité, les 4 personnes ne feront pas leurs 6 mois de prison, considérant que la peine était déjà bien costaud pour ces 4 personnes-là par rapport à la perte d'Annelise, et cela se maintiendra simplement à de la prison en suspension si autre situation se produisant avec eux. L'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, il y a aussi 2 autres films que vous avez déjà probablement entendu parler qui ont un lien avec Annelise Michel et son histoire, L'exorcisme d'Emily Rose ainsi que Requiem. Il faut savoir que pour ces 2 films, notamment le journal Le Télégraphe a tenté d'avoir un interview en 2005 avec la famille d'Annelise. La mère d'Annelise leur a même écrit le fait qu'elle ne souhaitait pas en entendre parler et qu'elle n'ira pas voir le film à cause de ça. Donc si vous souhaitez en savoir plus au sujet d'Annelise Michel et de creuser de votre côté, la première chose que je vous dis directement, et je n'ai pas tout exposé dans cette vidéo, c'est directement d'aller lire le livre L'exorcisme d'Annelise Michel de Felicita Goodman. C'est une femme anthropologue qui s'est intéressée à l'histoire d'Annelise Michel, qui a pris notamment le temps d'aller rencontrer les personnes, d'aller écouter l'ensemble des audios, qui allait creuser en faisant des témoignages, à regrouper aussi l'ensemble des lettres, et cette personne-là fait une restitution globale dans ce livre-là. Si vous cherchez un petit peu sur internet, bon, vous trouverez les images, vous trouverez notamment le Wikipédia d'Annelise, mais trouverez aussi bon nombre de forums qui parlent aussi un petit peu d'Annelise, et qui présentent des avis et des opinions différents par rapport à ce que Annelise aurait pu vivre, etc. N'hésitez pas à les creuser, à aller les lire, et entre guillemets, à vous construire votre propre avis aussi en fonction. Voilà au sujet d'Annelise Michel, j'espère que maintenant vous avez une meilleure vision en tout cas de qui est Annelise Michel, dans quelles conditions elle vivait, et concrètement la conclusion que je m'en suis faite personnellement, c'est que pauvre femme en fait, c'est tout simplement une femme qui a vécu quelque chose dont elle ne connaissait pas, elle a cherché des solutions par tous les moyens, et ça s'est fini par de l'exorcisme, mais en réalité elle cherchait au départ simplement à régler son problème. À la fin de ces recherches, j'ai donc décidé de retenter de récupérer au moins une cassette d'Annelise Michel et de pouvoir la publier, de vous la traduire pour vous. Car il faut savoir que même pour Annelise, c'était sa volonté à ce que les cassettes deviennent publiques, de façon à ce que les personnes puissent prendre conscience de ce qu'elles vivaient. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous, et surtout, gardez l'œil ouvert.